Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio Star Wars en direct, la voix du fandom français québécois Star Wars. Tout à fait, nous sommes très très heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Il est midi, heure de France, 5 heures du matin à Québec et beaucoup plus tard à Coruscant. Exactement. Et c'est à cette heure-ci que nous nous formons à l'enregistrement vidéo. Et oui, puisqu'il y a eu le bilan de la radio cette fin d'année 2022, et Dany, le leader suprême, nous a dit « Vous êtes les seuls à pas faire de vidéo ». On a quand même trouvé ça dommage, donc franchement, on est quand même bien foutus. Ça, nous allons laisser les auditeurs en juger. Exactement. Peut-être que notre découverte est une déception. On s'excuse dans ce cas. On s'excuse. Mais du coup, voilà, on s'essaye à la vidéo ensemble pour la première fois pour cette 13e émission du Making of pour l'Attaque des Clones. Mais avant de commencer cela, Margot, comment vas-tu? Quoi de neuf? Mais nous allons très bien. Enfin, en tout cas, pour ma part, je vais très bien. Nous nous préparons actuellement, nous commandons des t-shirts du Québec pour représenter la communauté Star Wars en direct à la célébration mondiale à Londres, qui est imminente maintenant. Nous pensons costumes, etc. Ouais. On vous montrera cela et en tout cas, on tentera d'être vos ambassadeurs pour les animateurs de Star Wars en direct, mais également toutes celles et tous ceux qui les suivent. Merci à vous. C'est ça. Alors pour certains animateurs, puisqu'il y en a d'autres qui seront là avec nous, on sera une belle équipe là-bas. Petite précision, ça c'est Dany qui les fait, donc vous pouvez les retrouver sur la boucle. Mais non, laisse-moi parler avec le micro. Donc, on vous le dit, on est en formation. Oui. Ça c'est des super t-shirts que Dany fait. Allez voir sur la boutique Star Wars en direct. Et vous verrez, il fait des trucs top. Donc oui, on se prépare pour la célébration et on a bien hâte de vous retrouver, ceux qui seront là, retrouver les animateurs. C'est aussi ça l'intérêt de ces enregistrements vidéo, c'est que nous nous transformons en panneaux publicitaires vivants. Exactement. Mais nous ne vous parlerons pas de notre canapé Ikea, mais par contre, les t-shirts de Dany, si. Exactement. Alors on ne sait pas si en vidéo, il y a l'hyperespace comme on l'avait en audio, mais en tout cas, Dany, on est prêt. On va faire comme les influenceurs. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. On est revenu. Exactement. Bon, c'est parti. On a fêté les 20 ans de l'Attaque des Clones l'année dernière, comme vous le savez, et nous, avec notre retard, on attaque que maintenant, mais donc 21 ans cette année. Et on va attaquer avec la pré-production, avec quand même quelques chiffres déjà pour vous donner un peu le tournis par rapport à cet épisode 2, donc, qui a été fait en 2002. Quelques chiffres d'introduction. 115 millions de dollars de budget, quand même. 61 jours de tournage principal et 2 ans de post-production, mais ça, on y viendra plus tard dans notre 3e épisode. Restez connectés. On a 2200 plans d'effets spéciaux, d'effets visuels et jusqu'à donc 600 techniciens chargés de ces visuels HILM. 6 caméras numériques pour 220 heures de rush, rendez-vous compte, soit l'équivalent de 360 km de pellicule. 69 décors et lieux différents pour 5 pays visités. Et des températures sur le plateau atteignant parfois 55 degrés lors du tournage en Tunisie. Et on a une petite pensée pour Anthony Daniels qui joue 6PO. On espère du coup qu'on aura l'occasion de lui dire vraiment toute notre admiration. Bon, effectivement, donc on va commencer avec la grande nouveauté de l'Attaque des Clones quand même, qui est la contribution quand même majeure de ce film à un débat qui continue de faire rage au niveau cinématographique, et c'est le tournage en numérique et plus forcément en pellicule. Vous le savez, on a encore des cinéastes encore aujourd'hui de renom, comme Christopher Nolan par exemple, qui continue de ne jurer que par la pellicule comme étant l'essence du cinéma. Eh bien, George Lucas, lui, estime que en 2022, le monde... En 2002. Génial, ouais, décidément. En 2022, le monde du cinéma a 40 ans de retard, mais donc en 2002, George Lucas a... c'est pas grave, l'arithmétique, c'est pas notre truc. Donc George Lucas se dit en 2002, passons le pas, le numérique, pourquoi pas. C'est ça, et que le cinéma a déjà 20 ans de retard en 2002 sur le sujet. Donc quand on l'interroge sur pourquoi est-ce que vous faites pas de numérique, lui il dit pourquoi pas. Et oui, pourquoi pas. Et justement, il pose les bases d'un tournage en numérique. Il est précurseur dès 1989 avec son producteur de toujours, Rick McCallum, dans la série des aventures d'Indiana Jones, où les ajouts numériques sont déjà nombreux, avec des duplications et qui posent les bases de ce que Lucas souhaite faire dans le cinéma.
Donc une fois qu'il y a ces bases posées avec la série, comme Margot l'a dit, l'attaque des clones c'est tout de suite envisagé comme un tournant numérique de travail pour George Lucas, si bien qu'en fait, de l'aveu de son producteur, littéralement tous les plans du film auront une contribution numérique. Donc c'est quand même un tournant qu'on aime ou pas le film. Et c'est aussi un parti pris artistique. Oui, un parti pris artistique, c'est clair. C'est-à-dire que peu importe finalement la technique, c'est toujours le réalisateur et l'équipe du film et l'histoire aussi qui font le film, quelle que soit la technique qu'on va utiliser. Alors, vous le savez, les bruits de couloir sont nombreux lorsqu'une production Star Wars se prépare et l'attaque des clones n'y échappe pas. Cette fois-ci, les rumeurs circulent sur la toile, puisque nous sommes en 2002. Et oui, il y a déjà Internet. Et donc, parmi ces rumeurs, on s'est dit qu'on allait vous en proposer quelques pépites. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y en a pas mal qui valent le coup. Le premier, c'est le tournage simultané de l'épisode 2 et l'épisode 3. On rappelle que le contexte, c'est le tournage du Seigneur des Anneaux, où ils font les trois en même temps. Donc on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas pareil avec Star Wars ? Et c'est une des rumeurs persistantes. L'autre, c'est qui tient la caméra, qui sera à la réalisation de l'un des 2 nouveaux épisodes, confiés à Frank Darabont, David Fincher, Luc Besson, Spike Jonze, Bryan Singer, Ron Howard, Ridley Scott et même Steven Spielberg. Le titre de l'épisode 2, là encore, a fait l'objet de beaucoup de rumeurs entre Rise of the Empire, Despair of the Jedi, The Empire Strikes, et pas Back, The Ruthless Empire, A Bright Darkness, ou encore World on Fire. Celui-ci a ma préférence, je dois le dire. Le casting aussi a sa part de spéculation avec des engagements de Jet Li ou de Christopher Walken, et enfin des scènes improbables de l'histoire, dont... le viol de la mère d'Anakin par le Jedi Mace Windu, comme si ce n'était pas suffisamment tragique ce qui arrive à la pauvre Shmi. C'est ça. Ou la décapitation de celle-ci par son propre fils. Donc on a des rumeurs de scènes, un peu de films d'horreur. Fort heureusement, ces scènes n'apparaissent pas dans le film et je pense que c'était une bonne nouvelle. Bien que l'histoire en elle-même ait jailli de l'esprit de George Lucas, comme toujours, le cinéaste s'est adjoint les services de Jonathan Hales pour travailler avec lui sur le scénario. Ce dernier était d'ailleurs présent sur le plateau, puisque vous le verrez, le scénario n'est pas tout à fait terminé quand le tournage commence. Et les 2 hommes avaient d'ailleurs déjà collaboré sur la série Indiana Jones, les aventures du jeune Indiana Jones, le réseau. Pardon, j'ai manqué la... J'ai manqué la cue, là. Il y en aura d'autres. Non, mais tu sais, Indiana Jones, Harrison Ford, j'étais complètement partie sur autre chose. C'est ça. Mais donc, George Lucas lui compose avec de très grandes hésitations au moment d'aborder cette nouvelle production qui sont dues aux critiques mauvaises qu'il a reçues sur l'épisode 1. Donc, l'écriture du nouveau scénario débute au mois de mars 2002. Donc, nous sommes exactement 21 ans après ce moment fatidique. Finalement, le créateur contribue au script et un titre de travail est trouvé. Jar Jar Great Adventures, les grandes aventures de Jar Jar, référence comique à la mauvaise réception du personnage par les fans. Aïe, aïe, aïe. L'histoire centrale reste celle quand même du développement d'Anakin Skywalker et de sa difficulté, plus ou moins, à gérer à la fois son devoir comme jeune padawan, mais aussi les émotions générées par les retrouvailles avec la belle Padmé Amidala qui, elle, est devenue sénatrice. La jalousie, la rage, la colère, tout cela nourrit le côté obscur. On y reviendra. C'est d'ailleurs la première fois qu'un film Star Wars va aussi loin dans le thème de la romance. Ça donne lieu à des écritures musicales incroyables aussi. Bon, alors il y a eu l'histoire de Han et Leia, mais c'était plutôt un élément secondaire de l'histoire, tandis que là, cette intrigue romantique devient l'axe majeur du développement de la saga et qui a un impact terrible, nous le savons, sur le dénouement de la prélogie. Oui. Le scénario évoque assez rapidement aussi la relation développée avec Obi-Wan Kenobi. Hello there. Ça reste également une pièce maîtresse brillamment évoquée dans la nouvelle série d'ailleurs. Enfin, la nouvelle série maintenant, c'est plus vraiment la nouvelle série. On est toujours un peu en retard. Ouais, toujours un peu en retard, mais donc cet élément bien évoqué dans la série que vous avez tous vu certainement. Et Ewan McGregor résume parfaitement l'esprit général en fait, de cette relation. C'est celle de 2 vieux amis qui ont peut-être passé un peu trop de temps ensemble. On vous a déjà parlé au cours de la saga Star Wars de la façon dont les scénarios avaient évolué, les scénarii avaient évolué. Et là encore, pour l'attaque des clones, l'écriture n'est pas un long fleuve tranquille et connaît 3 versions principales. Et tenez-vous bien, comme d'habitude, le jour du tournage, on ne sait pas encore quelle version va être adoptée. Les détracteurs diront que ceci explique cela, mais nous ne sommes pas de cet avis. Non, nous on aime bien.
mais certainement qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas beaucoup. C'est un autre débat, nous l'aurons à la fin si vous le souhaitez. De manière générale, il est clairement établi que la prévisualisation, ce sera la clé pour la réussite du film. Les coûts de budget sont tellement pharaoniques, quand même 115 millions de dollars, que cette prévisualisation côté production, c'est le moyen de gérer ce budget le plus efficacement possible et de faire gagner un maximum de temps et d'argent. Ça aussi, c'est une vraie innovation. Parce que Lucas a l'ambition d'en faire un film graphique, artistique, visuel, porté par une esthétique numérique, nous l'avons dit, il renoue avec son réseau et rappelle Doug Chiang pour être le design director et donner vie à tous ces futurs effets visuels. Et la méthode reste la même que celle de l'épisode 1. Réunions régulières, discussions intenses et la lourde tâche revient à l'équipe de Doug Chiang de traduire en design la vision de George Lucas, avec pour objectif principal de rendre ces designs si naturels qu'ils ne soient pas questionnés par les spectateurs. Les réunions commencent d'ailleurs à peine une semaine après la première du film La menace fantôme, pas de congé pour les braves. Oui, et l'idée c'est aussi d'annoncer ce que sera l'Empire et de donner un petit peu des prémices. Donc il ne vous aura peut-être pas échappé que cela se ressent notamment dans les vaisseaux. Et l'une des premières tâches de cette équipe de design, c'est notamment le Starfighter d'Obi-Wan Kenobi, qui a déjà cette forme triangulaire que l'on retrouvera plus tard dans les croiseurs de l'Empire et jusqu'à même l'exécuteur de l'épisode 5. L'exécuteur, exactement. Et le ratio est sans pitié. Pour chaque design validé, 15 sont rejetés. 1 sur 15, pour quand même des dessins de qualité, quand même que nous on accepterait tous. Mais bon, c'est pas la vision de George Lucas, c'est un travail de titan, donc souvent décourageant, il faut le dire, c'est ce qui est évoqué, mais qui prend tout son sens une fois la bonne version trouvée. Et une fois cette étape passée, petit modèle est construit et présenté au réalisateur, qui lui permet en fait de tenir en main et de déterminer les éventuels changements à faire. Donc une fois qu'on a validé un design, tout commence en fait. Mais pour régler les problèmes d'échelle de design, Lucas n'hésite pas à prendre lui-même le crayon, à dessiner un personnage bâton et à représenter très grossièrement le vaisseau pour déterminer sa bonne taille. Alors d'ailleurs, effectivement, sur la question du design, si vous regardez, il y a eu un panel sur la précédente célébration sur les 20 ans de l'attaque des clones. Donc, je vous le conseille, c'est super sympa à regarder si vous aimez bien. Mais en tout cas, Doug Chiang nous apprend durant ce panel que George Lucas et lui se sont beaucoup appuyés sur le travail préparatoire de l'épisode 1. Donc 1 an et demi de design pur et dur sont faits pour établir en fait les standards visuels de cette nouvelle trilogie. Et ce travail servira jusqu'à la préparation de l'épisode 3. Donc, ils ont pris un peu d'avance. Même chose du côté des planètes, où on s'interroge sur les nouvelles à introduire, et celle qui donne beaucoup de travail, c'est celle que l'on voit à la fin du film, c'est la planète de Geonosis. Et Lucas la décrit rapidement comme un mélange d'organique et d'industriel. Intéressant. L'équipe en charge crée ensuite des storyboards, ça vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, des petits plans dessinés en fait. Et ce sont des dessins rapides qui amènent ensuite à ce qu'on appelle des abstractions colorées. Donc ça va donner une première idée de la couleur, ensuite de la planète. Voilà, et ça donne une première idée du look. Et pour vous dire que tout sort de la tête de George Lucas, c'est lui qui dit qu'il faut que les habitations ressemblent à des termitières. Et il donne en fait il insuffle sa propre inspiration au designer pour imaginer une planète qui abrite une société ancienne, au look très insecte, jusque dans son architecture. Et une fois donc que ces designs sont validés, on en construit un modèle maintenant, vous le savez. Mais ça partait ensuite vers d'autres équipes, donc les sculpteurs, comme pour les personnages, comme le leader géonosien, qui est un des premiers qui est fait à ce moment-là, ou les modélistes, comme le modèle qui concerne l'arène de mise à mort des capturés, qui tire son inspiration directement des Romains, de leurs colisées, de leurs arènes sportives. Et ces modèles sont ensuite photographiés sous tous les angles et toutes les coutures afin d'être reproduits digitalement. Si vous avez fait des devis pour des aligneurs Invisalign ou Dr Smile, c'est exactement le même processus. On prend votre mâchoire en photo sous tous les angles. Et pour l'arène, le modèle fait quand même 6 mètres. Voilà, donc quand même assez impressionnant. Les modèles jouent aussi un rôle essentiel pour tous les futurs personnages digitaux présents dans le film. Ils subissent le même sort que le reste avec une validation de George Lucas en personne dans les ateliers.
Les changements de dernière minute restent de mise, comme c'est le cas du personnage, par exemple, de Dexter, le tenancier du bar de Coruscant, qui est un mélange parfait de deux modèles jusqu'ici complètement différents. Et là, ça se voit. Une méthode dont nous n'avions pas forcément entendu parler avant, mais qui n'est donc pas présente dans les émissions précédentes. On s'en excuse, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les color scripts. Qu'est-ce que c'est que les color scripts, Margot ? Alors là, je ne sais pas, mais je vais essayer de vous l'expliquer. George Lucas, qui est un grand cinéaste, attache une certaine importance à la couleur des environnements et à la manière dont il transcrive l'action. Et ces couleurs, on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé des planètes, sont d'autant plus importantes qu'elles donnent le ton pour toutes les étapes du film, pré-production, tournage, post-production. Et on peut se demander, Martin, en quoi ces color scripts sont différents des abstractions colorisées dont on a parlé tout à l'heure pour les planètes ? Oui, alors l'esprit reste le même quand même, effectivement. Ça veut dire qu'on reste sur on doit visualiser les palettes de couleurs, mais c'est établi pour résumer l'état d'esprit en fait, des différents lieux qui seront visités dans le film. La couleur un peu terre battue, ocre, sera associée à Geonosis directement. Le blanc industriel sera à Camino. L'enfer rouge sera l'usine Android. Voilà, c'est juste pour établir la philosophie des couleurs. Et c'est intéressant de voir que même cet aspect est réfléchi et du coup cohérent avec ce qu'on voit à l'écran. Autre innovation, c'est celle des animatics qui ont vocation à remplacer les storyboards plus classiques. Et les animatics, ce sont des images grossières, inachevées, des différentes scènes du film qui présentent les lieux et les personnages de façon rudimentaire, donc toujours cette visée esthétique, mais qui permettent aux équipes techniques de visualiser avant le tournage les différents plans du long métrage et penser à un premier montage de ce dernier. Et au final, il y a plus de 4000 animatics qui ont été élaborés. Oui, alors effectivement, les animatics ainsi créés ont permis du coup, avant même le début du tournage, d'obtenir un premier montage du film. Ces animatics représentent alors la phase ultime de ce qu'est un storyboard. C'est un storyboard animé, finalement, et c'est ce qu'on tente de faire jusqu'ici, transmettre visuellement déjà ce que l'équipe artistique a en tête. Des scènes comme la confrontation entre Obi-Wan et Jango Fett dans le champ d'astéroïdes sont entièrement réalisées en animatics pour permettre en fait de comprendre le mouvement et même le bon moment pour couper le plan et le suivant. C'est quasi un premier montage, en fait. Oui, et vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'épisode 4, on avait dit que George Lucas avait regardé énormément de films de guerre, de vieux films de guerre aérienne pour repenser l'assaut de l'épisode 4. Pas besoin de faire une compilation de vieux films pour la montrer à son équipe de monteurs. Là, les animatics sont là pour déjà exprimer une vision. Alors que les puristes se rassurent toutefois, les storyboards restent évidemment utilisés dans le cadre de cette pré-production et ce vraiment en complément des animatics. Oui, et une nouvelle technique qui est utilisée aussi à l'occasion de ce tournage, c'est celle d'intégrer des acteurs réels aux animatics pour comprendre les mouvements, penser déjà le jeu des acteurs durant les séquences. Et notre cher Ben Burtt, le sound designer, que l'on connaît déjà ici pour en avoir beaucoup parlé, lui est en charge des créations et de penser les effets grâce aux animatics. Exactement. Donc le Ben Burtt, il prend en responsabilité quand même. Et un exemple très précis qu'on peut voir dans les vidéos making-of, qui est vraiment très drôle à voir, c'est la chasse des speeders dans Coruscant, entre Obi-Wan, Anakin et Zam Wesell. Une page seulement de script, donc il y a évidemment beaucoup à imaginer. Charge à l'équipe justement d'imaginer ces différentes précisions avec les animatics. Oui, et des volontaires sont pris comme la fille de Ben Burtt pour Zam. Le réseau. Et c'est la Ferrari de George Lucas qui fait office de speeder. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, excusez-le. Et toute la scène est jouée. Voilà, c'est vraiment très drôle à voir. N'hésitez pas à regarder. Comme pour tout film, se pose également une question qu'on aime beaucoup aborder ici dans les pré-productions, c'est celle du casting. Avec le deuxième coup, cœur de Margot. Restez sur la suite de l'émission. Restez branchés. Pour le découvrir. Il s'agit de Maître Yoda, bien sûr. Non. La présence de certains personnages est forcément rendue inévitable et négociée à l'avance, très certainement. Les acteurs confirment officiellement leur présence, comme Ewan McGregor, Samuel L. Jackson, etc. Mais d'autres acteurs doivent être recrutés. Pour beaucoup de nouveaux personnages, à commencer par Anakin Skywalker, l'homme qui porte la saga, toutes les trilogies.
Et je ne dirais pas combien la nouvelle équipe Disney est passée à côté de l'histoire originelle. Mais donc, Anakin est censé avoir 10 ans de plus et donc il n'est pas possible de reprendre l'option Jake Lloyd. Oui. Donc, avant que Hayden Christensen, et voilà, vous savez, ne soit choisi pour le rôle d'Anakin Skywalker, de nombreux noms d'acteurs circulent à Hollywood. L'idée pour George Lucas, c'est de pouvoir trouver un acteur ressemblant à James Dean, gardant une part d'enfant, mais avec davantage de maturité. C'est vraiment les critères qu'il s'est fixés. On retient notamment ceux de James Van Der Beek, Matt Damon, Harry Connick, Jared Leto, Paul Walker, Colin Hanks, Christian Bale, Jonathan Jackson, Christopher Masterson, Joshua Jackson ou encore Leonardo DiCaprio. Ce dernier s'est même rendu au Skywalker Ranch de George Lucas pour discuter du rôle. Et alors, anecdote, il paraîtrait que Leonardo DiCaprio a refusé de donner la réplique à Ewan McGregor parce que celui-ci l'avait accusé de lui avoir volé le rôle principal du film La Plage. Donc, ambiance. Oui, et donc finalement, le choix de George Lucas se porte pour notre plus grand bonheur sur Hayden Christensen, un Canadien de 19 ans qui joue dans la série télévisée Higher Ground et qui est choisi en raison de sa ressemblance avec le jeune Jake Lloyd, celui qui a interprété Anakin enfant dans l'épisode 1. Voilà. Le scénario, par contre, établit assez rapidement le retour d'un personnage bien connu des fans, Boba Fett. Étant rapidement apparu dans le cadre de l'épisode 5 et de l'épisode 6, Margot a d'ailleurs bien ri récemment quand elle a vu Boba Fett se faire manger par le sarlac, vraiment. Bref. Je l'avais déjà vu. Hein. Oui, tu l'as vu, mais tu l'as redécouvert et t'as bien rigolé. Oui, c'est vrai, j'ai bien fait. Donc, le Boba Fett qu'on a vu de manière un peu sporadique, le film, donc l'Attaque des clones, prévoit d'explorer l'origine et l'enfance de ce jeune garçon à l'histoire atypique, tout comme le futur qui l'attend. Oui, n'est-ce pas? Daniel Logan, qui est le jeune interprète de Boba Fett, est retenu par la directrice de ce casting, Robin Gurland, après un seul bout d'essai devant les caméras. Mais l'histoire derrière ce choix vaut le détour. C'est d'abord l'acteur Temuera Morrison qui avait été préféré pour interpréter son père, Jango Fett. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est le papa qui a été casté. C'est un acteur reconnu en Nouvelle-Zélande, il faut le savoir. Il entreprend un voyage dans son pays avec la directrice de casting, ce qui lui a valu une belle amende pour excès de vitesse. Ça, s'il le raconte dans le panel de la célébration. Il est arrêté par l'agent de police et il tente l'option ultime de lui présenter à sa droite la directrice de casting Robin Gurland et propose au policier un rôle dans le film en échange de ne pas prendre l'amende. L'agent lui donne l'amende. Et depuis, c'est un exemple enseigné dans les écoles de police sur la déontologie et l'éthique. Ah ouais, respect, c'est clair. Et Temuera Morrison, il avait déjà une très très belle reconnaissance dans son pays, à tel point que c'est la perspective de jouer à ses côtés qui rend fou de joie le jeune Daniel, donc le fils, bien plus que d'être dirigé par George Lucas ou de jouer aux côtés d'Ewan McGregor, par exemple. Donc Daniel Logan, qui va incarner le célèbre chasseur de primes dans son enfance. Il a 15 ans à l'époque et il a la lourde responsabilité d'interpréter déjà l'un des personnages préférés des fans. Longtemps annoncé dans la peau d'un mystérieux jeune garçon. Il a dû garder évidemment la nature de ce rôle secrète, annonçant même à ses camarades de classe qu'il avait été pris pour jouer un Ewok. Le casting se tourne maintenant vers le choix de Dark Tyrannus, alias le comte Dooku. George Lucas le présente comme un vieux Jedi retiré, sophistiqué et élégant, un peu à la manière d'Alec Guinness dans l'épisode 4. Le choix se porte sur Christopher Lee, qui est en plein reboom de sa carrière, avec la sortie récente du Seigneur des Anneaux, dans lequel il campe le traître Saruman, donc des rôles un peu... Ouais, déjà un rôle de traître. Mais l'acteur jouit tout de même d'une très belle carrière, il faut le rappeler, étant repéré en 1958 pour son légendaire rôle de Dracula. Et on disait, jusqu'ici, sa carrière, elle était un peu... en dents de scie, jusqu'à la fin des années 90. Mais il y a 3 collaborations qui vont lui redonner une fin de carrière brillante telle qu'on l'a connue. Tim Burton, avec Sleepy Hollow, qu'on doit voir mais qu'on n'a toujours pas vu. Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Il y a un autre acteur particulier qui fait son apparition et 3 mois avant le début du tournage, c'est mon coup de cœur,
Un Yoda numérique. L'idée germe un tout petit peu après la menace fantôme et ça marque un tournant définitif avec le basculement de la méthode Star Wars dans le numérique. Adieu les marionnettes. Une première maquette numérique est créée et qui se base quand même beaucoup sur la marionnette de l'épisode 5 et qui est intégrée dans 4 scènes comme essai final présenté à George Lucas pour validation. Voilà. Et pour donner une bonne comparaison, les 4 scènes d'essai, elles se situent sur Dagobah, donc des scènes de l'Empire contre-attaque. Contre-attaque. Et George Lucas, lui, est très enthousiaste et valide du coup la création numérique de Yoda. On a aussi un stunt manager, un coordinateur de cascade et maître d'armes qui n'est autre que Nick Gillard. Et il élabore différents styles de combat. Il se base sur différentes techniques d'arts martiaux pour faire en sorte que cela colle à chaque type de personnage. Et pour donner justement à l'épisode 2 des scènes d'action d'une qualité optimale, parce qu'on prévoit des scènes d'action comme on n'en a jamais vu à l'époque dans Star Wars, il a même revu sa manière de travailler, c'est-à-dire qu'avant c'était une simple chorégraphie, c'est ce qu'on reprochait peut-être un peu sur l'épisode 1 aussi, mais là il a vraiment écrit les combats au sabre laser et déterminé les différents styles. Par exemple, Anakin a un style un peu plus débridé qui évoque son tempérament fougueux et sa force, là où Obi-Wan est tout en maîtrise. Quant à Maître Windu, Nick Gillard donc, avouera plus tard qu'il a essayé de faire un style à Mace Windu, puis il a rencontré Samuel L. Jackson qui lui a fait un peu comprendre qu'il avait sa propre manière de faire les choses. Et ben, mine de rien, il l'a laissé faire et il a bien fait puisque ça crée un style unique à Mace Windu. Donc, il a bien fait de l'écouter. Un style qui réside intégralement dans le sourcil. L'épisode 2 porte donc cette dimension à son plus haut niveau et c'est le film de la prélogie, peut-être de la saga, qui montre le plus de chevaliers Jedi au combat. Oui. La pré-production, elle suit son cours dans le courant du début d'année 2002, décidément. Tu digères pas le fait d'être arrivé 20 ans trop tard. C'est ça, en fait, on a raté les 20 ans, c'est pour ça. Donc, c'est même pas 2002, c'est un peu avant, forcément, puisque ça sort en 2002. Ouais. Donc, la pré-production suit son cours et un autre atelier se met en ordre de bataille. En préparation du tournage, on a commencé à en parler. C'est l'atelier des maquettes, donc des lieux, des vaisseaux. Les modèles, vous le savez sans doute, qui ont toujours un rôle déterminant dans la fabrication des films Star Wars. Et l'épisode 2 ne fait pas exception à cette règle. Oui, et de plus en plus, l'idée, c'est de créer un modèle qui pourrait être filmé pendant le tournage, donc pas juste une maquette pour avoir une idée, mais quelque chose qui sera utile au tournage et soutenu par des effets spéciaux générés par ordinateur. Il y a différents modèles qui sont utilisés, comme le bâtiment des appartements de Padmé, les bas-fonds de Coruscant. Et ce qui est beau, c'est de voir que cette entreprise mobilise de nombreux corps de métiers différents, des ébénistes, des électriciens, des peintres, etc., de l'artisanat. Exactement. Il y en a des modèles qui apparaissent dans le film final, donc ils doivent être absolument parfaits. Le pire ennemi du département, c'est le grain de poussière, le fameux grain de poussière qui apparaîtra de manière évidente une fois que le modèle est éclairé sur le tournage. La peinture joue donc un rôle aussi essentiel puisque c'est elle qui va permettre un peu de vieillir ces modèles et de les rendre plus réels aux yeux du spectateur. Autre atelier déterminant dans la préparation du film, c'est les costumes et les accessoires. Oh. Ça, c'est toujours très sympa à voir dans l'univers Star Wars. L'idée, c'est donc de prendre le contre-pied de la trilogie originale, comme ça avait pu être fait dans le cadre de l'épisode 1, où effectivement la pérennisation de l'Empire amène des couleurs plus standardisées, ce qu'on a bien vu dans la super série Andor aussi également, qu'on a beaucoup apprécié. Ah ouais. Avec Margot. Tout commence par la scène, donc qui est écrite par George Lucas, toujours évidemment, et qui, en bon auteur-réalisateur, a déjà des idées assez précises de ce qu'il veut en termes de costumes et d'accessoires. Oui, et cette imagination est portée plus loin par l'équipe design qui imagine ensuite sur papier des costumes qui pourront être portés. Beaucoup de discussions tournent autour du personnage de Padmé. Et ouais. Qui porterait dans cet épisode des habits magnifiques, mais beaucoup plus doux que ceux qu'elle portait dans l'épisode 1, où elle avait des habits formels qui marquaient la figure d'autorité et son rôle sur sa planète. Ouais. Bon, certes, mais c'est vrai que c'était très réussi quand même, et c'est très réussi parce qu'on appelle quelqu'un à la manœuvre qui était déjà là pour l'épisode 1 et qui a bien fait ses preuves, c'est Madame Trisha Bigard. Trisha Bigard, qui est donc la costumière et qui va, comme souvent, apporter un regard un peu concret sur les idées de George Lucas pour les rendre aussi un peu plus réalistes. Il y a beaucoup de designs qui passent à la poubelle, certes,
mais le résultat est là avec le retour de cette grande costumière. Mais il y a un costume sur lequel Trisha Bigard n'a pas son mot à dire. C'est le costume dans lequel Padmé et Anakin conviennent de l'impossibilité de leur amour. Et ce costume-là est entièrement envisagé par George Lucas. Et ouais, il a eu le nez fin, le George. Un autre chantier réalisé assez tôt, c'est le costume de Jango Fett. Le costume de Jango Fett qui est effectivement assez associé à celui de son fils, qu'on voit Boba Fett, mais un peu modernisé. 2 mois avant le démarrage du tournage, Hayden Christensen et Ewan McGregor volent d'ores et déjà vers l'Australie avec Nick Gillard, leur maître de cascade, maître d'armes, pour un, et là je suis sûr que cette proposition intéressera nombre d'entre vous, un Jedi Training Camp de folie. Donc, un camp d'entraînement au sabre laser. Et l'épisode 2 prévoyant de grands moments de bataille, il faut que les Jedi soient au niveau des ambitions du réalisateur, d'où ces 2 mois de préparation. Et justement, de l'avis de ces 2 acteurs, ce Jedi Training Camp, ça a vraiment été la base d'une super amitié, d'une belle relation entre les acteurs. Donc, c'était pas que du combat, il y a eu aussi des liens qui se sont tissés, ce qui était un peu inattendu quand même. Et McGregor l'explique aussi lors du récent panel, qu'on n'arrête pas de vous citer, mais qui est très intéressant, par le fait que ces entraînements exigent une confiance totale l'un envers l'autre. Donc, si vous voulez retisser les liens avec un ami perdu, avec un collègue, la famille. Faites un Jedi Training Camp. Voilà. Alors, les sabres, parlant de confiance, les sabres étaient faits à ce moment-là dans une sorte de métal. Il fallait vraiment avoir une belle confiance. Les blessures peuvent arriver assez vite et les entraînements sont si intensifs que les acteurs sont obligés de changer de sabre chaque jour parce que du fait de contacts très fréquents, les sabres sont déformés. Et ouais, c'est tout un programme. Ajoutez à cela un jeune acteur débutant, Hayden Christensen, sous l'aide d'un acteur plus expérimenté, Ewan McGregor, en plus du fait d'être éloigné des familles pendant longtemps, parce que ça s'est passé en Australie, et ben vous obtenez une belle amitié qui dure toujours aujourd'hui avec la nouvelle série Kenobi. On fait du placement de produits. Oh, franchement, elle est magnifique cette série. Oui, bon, nous on adore en tout cas, mais c'est un autre sujet. Et donc voilà, c'est ce qui a été encore bien montré. C'est un peu ce qui a quand même donné la naissance de cette série aussi. Donc on peut dire merci à l'épisode 2. Tout à fait. N'oublions pas aussi une mention pour les décors. On s'est extasié sur les costumes, sur les cascades, mais tout ça ne serait peu de choses sans les décors qui sont là pour les servir. Et donc les décors sont faits dans les studios australiens de la Fox. Et ils servent malgré la présence de fonds bleus. On vous avait déjà parlé des fonds bleus lors de précédents épisodes. Ouais. Les acteurs ont effectivement besoin d'un minimum de repères et l'équipe décor se charge de 70 créations pendant le tournage, notamment en Australie. Et donc, on arrive à l'approche du tournage. Problème, le scénario n'est toujours pas définitif. Donc remanié à de nombreuses reprises, vous le savez, le scénario n'est pas encore achevé quand on a le début du tournage, comme on l'a mentionné du coup au début. Si bien que Jonathan, le scénariste, se retrouve au tournage aux côtés de George Lucas pour peaufiner et adapter en direct. On a vu la flexibilité est de mise, et ce, dans tous les domaines, tous les compartiments de la pré-production. On se demande si le tournage sera similaire. Et ce sera l'occasion du coup d'un nouvel épisode en vidéo. Donc merci beaucoup, merci Margot pour ce premier essai vidéo. On espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une grande première pour nous. Vous voyez un peu chez nous comment ça se passe. Mais voilà, on était ravis. Je passe un petit message aussi. Appel à votre générosité, puisque Margot a besoin d'une cagnotte de 300 € pour faire une photo avec Hayden Christensen à la célébration. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, si vous aimez cette émission. Tous les tickets ont été vendus. Oui, tous les tickets sont vendus. C'est déjà trop tard. Non, ma seule option, c'est d'attendre dans les toilettes des loges pendant quelques heures pour essayer d'avoir ma photo, mais ça risque d'être difficile. Ouais, c'est ça. Donc, on va se rabattre sur le panel Obi-Wan qui s'annonce super. En tout cas, je pense pas qu'il y aura d'autres émissions avant la célébration. Donc, rejoignez-nous, n'hésitez pas, écrivez-nous. Une belle équipe Star Wars en direct qui sera là. On a vraiment hâte de cette perspective. Nous, on sera avec nos super t-shirts. Donc, n'hésitez pas.
On rappelle les partenaires qu'on remercie une nouvelle fois, une dernière fois. Exactement. Merci à mintinbox.net, merci à starwarsuniverse.com, planetstarwars.com. Star Wars Geek Québec, boutique Kaya et Génération Star Wars et Science-Fiction. Merci encore de nous avoir écoutés sur Star Wars en direct, la voix du fandom français. Et francophone surtout. Francophone, pardon, c'est ce que je voulais dire. Francophone. Oh mon Dieu. Et que la force soit avec vous.